Bonjour à tous. Bonjour aux participants. Bienvenue à notre webinaire cette semaine qui sera fait en compagnie de l'entreprise Atelier. On a le privilège de recevoir Maxime Desjardins qui va vous parler un peu d'outils, en fait, qui vous permettront de relancer vos activités ou de bien réfléchir en fait à votre relance et à votre futur. On est bien heureux de recevoir Maxime et donc avant de débuter, je vais tout simplement remercier les partenaires de la Chambre de commerce, donc Développement Vaudreuil-Soulanges et Desjardins Vaudreuil-Soulanges qui contribuent à la mission de la Chambre de commerce. Peut-être note sur le processus pendant le webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions. Les outils sont juste en bas de votre écran, donc questions et réponses. Vous pouvez l'utiliser ou tout simplement l'option du chat. Les questions seront prises à la fin. Par contre, si vous avez des petites notions qui vous voulez avoir un petit peu plus d'explications, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat ou dans le questions et réponses. Maxime sera à même de pouvoir surveiller ce qui se passe là pour pouvoir peut-être élaborer davantage. Donc, Maxime, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Bien, bon après-midi tout le monde. En ce jeudi peut-être pluvieux, mais j'espère rempli d'espoir. Je suis heureux d'avoir eu la chance de vous parler aujourd'hui grâce à la Chambre de commerce CCIVS. On a une heure ensemble. Je comprends que tout le monde est extrêmement occupé. Et aujourd'hui, ce que je veux vous donner, c'est des pistes, des outils concrets, mais aussi une façon de peut-être réinterpréter ou transformer votre entreprise ou votre projet ou votre OBNL pour la rendre plus résiliente, pour s'appuyer finalement sur des bonnes pratiques qui vont vous aider à traverser cette période d'incertitude, mais aussi vous doter d'opportunités qui sont encore plus prometteuse pour votre organisation. Je vous dis, il y a quand même beaucoup de contenu dans la présentation. Je vais partager mon écran. Et puis comme l'a mentionné Nadine, il y a la fenêtre Q&A, questions-réponses. Faites juste, peut-être me faites un coucou si je passe trop vite sur un thème ou vous aimeriez apprendre davantage sur un autre. Je ne prendrai pas les questions avant les 15 dernières minutes là, pour ne pas retarder le groupe, mais n'empêche que n'hésitez pas. Donc, ça va comme suit. Je vous présente d'abord mon entreprise, Atelier. J'ai fondé Atelier en 2010, il y a déjà 10 ans, avec le désir d'aider les entreprises à cristalliser leur mission, leur vision, leur raison d'être, afin d'intégrer des principes d'impact social et environnemental. Déjà, à cette époque, je me disais que c'était important que les entreprises de demain réfléchissent non seulement leur raison d'être, mais aussi la réfléchissent en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux, puis de voir si on ne pouvait pas déceler des opportunités. Et depuis les 10 dernières années, on a pris beaucoup en maturité. On s'est défini 4 piliers d'intervention. Un où on aide d'ailleurs les entreprises à définir leur positionnement stratégique. On aide aussi les entreprises dans leur stratégie d'impact social et environnemental, donc s'assurer comment l'entreprise, l'OBNL ou le projet peut avoir un impact positif sur la société et les communautés qui l'entourent. On s'inspire des meilleures pratiques d'innovation et de design. Vous en verrez une partie aujourd'hui. Et pour nous, la culture organisationnelle, c'est la colle entre les parties prenantes. C'est ça qui fait qu'une grande entreprise se démarque et se démarque dans le temps. Donc, pour nous, ces 4 piliers sont à juste titre très importants, puis représentent un peu le cœur de comment nous, chez Atelier, on veut accompagner les idées et les projets d'impact. On est une petite équipe agile, là. Je ne m'en fâcherai pas, vous aurez certainement accès, là, je pourrais vous partager la présentation, mais la démarche que vous verrez aujourd'hui, elle a été co-créée avec un ami à moi, un docteur en innovation qui s'appelle Alexandre Joyce, qui a façonné la plupart des outils que je vais vous présenter aujourd'hui avec mon aide. Et Marie-Christine Gagnon et Serge Côté, 2 autres collègues qui nous aident à prendre les idées de la réflexion à l'action. Notre atelier aujourd'hui, excusez-moi, simplement un petit aparté. Là. Chez nous, on fait plusieurs ateliers du genre. On est beaucoup dans la co-création. Là, maintenant, avec la distanciation sociale, c'est sûr que
on le fait de façon virtuelle, mais on accompagne les entreprises, que ce soit dans la cartographie de leur expérience client, dans la définition de leur modèle d'affaires, leur positionnement, comment utiliser le design thinking comme méthode d'innovation et faire une planification stratégique, là. Donc, chacun des modules que vous voyez, ben, c'est une formation en soi. Je vais passer plus vite sur ça, mais ce qui est important pour nous, c'est de faire travailler les équipes ensemble. Quand on vit une période comme on le vit actuellement, c'est sûr qu'on est loin physiquement, mais on doit se resserrer, on doit prendre le pouls, on doit communiquer, on doit échanger pour trouver des solutions qui vont avoir des bénéfices communs pour les parties prenantes. Et c'est là la force des grandes idées. Et nous, on croit à ça depuis un certain temps, ce qui nous a amené à travailler avec, évidemment, des clients de toute taille, d'Hydro-Québec à Jiminy, ici dans la région, le Centre Notre-Dame de Fatima. On a travaillé aussi avec Dev et la MRC sur différentes initiatives. Donc, vraiment, là, ce qu'on aime chez Atelier, c'est travailler avec les idées qui portent des modèles d'affaires innovants, peu importe leur taille ou leurs ambitions. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, j'espère vous captivera. Moi, j'étais super excité de vous le partager. On va commencer par voir pourquoi c'est important de pivoter en moment d'incertitude. Puis, incertitude, là, on vit une crise monumentale, exceptionnelle, mais un entrepreneur, une entreprise vit de l'incertitude à différents moments. Donc, pourquoi c'est important de pivoter? Ensuite, on va explorer un outil qui est très connu, qu'on n'a pas du tout inventé chez Atelier, le Business Model Canvas. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais c'est un outil qui est hyper puissant pour la définition de son modèle d'affaires financier ou économique. Et c'est un outil qui a fait le tour du monde, qui est maintenant enseigné dans toutes les MBA par sa force itérative. Ce que ça veut dire itérative, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs scénarios de notre entreprise assez rapidement avant de se dire « Ah non, c'est vraiment un axe de développement que je vais exploiter ou c'est un autre axe que je veux exploiter. » L'innovation que nous, on amène chez Atelier, c'est les deux prochains canevas, le canevas social et environnemental, qui sont issus de la recherche d'Alexandre Joyce, qui ont été faits en collaboration avec les fondateurs du Business Model Canvas, ce qui nous donne finalement un portrait de l'entreprise à 3 niveaux, le niveau économique, social et environnemental. Puis ça, à la fin de l'atelier ou de la séance, j'aimerais que ça va vous donner un portrait non seulement d'ensemble, mais ça devient un peu la fondation de votre réflexion stratégique, de réfléchir l'entreprise de demain en intégrant l'impact social et environnemental à votre modèle économique. Je vais terminer aussi avec un survol d'un autre outil qu'on utilise avec nos clients. Ça s'appelle les patrons de modèles d'affaires. Donc, nous, dans le cadre de notre veille, on a identifié les plus grands modèles d'affaires. Puis, on a recensé 24 modèles d'affaires, 8 économiques, 8 sociales, 8 environnementales, qui nous permettent de rebondir sur notre base, puis ensuite innover, puis tenter de nouveaux modèles d'affaires. Je vous donne tous les détails un petit peu plus tard. Puis, on aura une période de questions de 15 minutes. Comme je vous l'ai mentionné, je vais quand même déballer rapidement l'information. Il y aura des questions, mais il y aura aussi mes coordonnées pour tous ceux et celles qui voudront approfondir là, ce que je partagerai aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut apprendre aujourd'hui, c'est on veut comprendre comment fonctionne le Business Model Canvas, c'est quoi les grands ouvrages, les dimensions qui sont traitées. On veut approfondir notre propre modèle d'affaires en s'intéressant à la dimension sociale et environnementale, voir est-ce que ça peut être chargé de nouvelles opportunités. On veut, comme je viens de le dire, prendre cette base de réflexion-là puis de voir si on ne peut pas propulser nos développements en s'intéressant à ces dimensions-là puis trouver des nouvelles opportunités. Puis, on veut prendre cette base puis se propulser avec, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les patrons de modèles d'affaires qui sont les meilleurs modèles d'affaires d'impact social et environnemental et économique existants à ce jour. Puis pourquoi faire un pivot en période d'incertitude? Je suis certain que vous tous et toutes, vous vivez des défis à différents niveaux. Je ne vous cacherai pas que même nous, chez Atelier, on vit des défis. Et ce qui est important, ce n'est pas d'être passif dans ces moments-là, mais d'être proactif. Et là, l'importance de la démarche, c'est de dire, est-ce qu'on se lance dans toutes les opportunités? Est-ce qu'on attrape au bon chacune des balles qui nous sont présentées ou on fait des scénarios de modèles d'affaires efficacement? Puis là, avant même d'aller tester une idée, on a déjà une bonne idée, on a déjà des bonnes notions qui vont nous dire si ça fonctionne ou pas. Puis tu sais, quand on parle de modèle d'affaires, je vais juste faire un autre, parce que j'ai vu dans la liste,
on a des gens qui sont issus de milieux très diversifiés. Le modèle d'affaires, là, on peut le faire sur à peu près tout. On peut le faire sur le lancement d'un événement. Un produit a son propre modèle d'affaires. Une entreprise a son modèle d'affaires. Donc, c'est quand même important, dans le fond, de savoir que les outils qu'on vous présente aujourd'hui, ça peut être utilisé à la fois macro sur l'entreprise ou le projet dans son ensemble, ou très micro sur un nouveau lancement de produit, une nouvelle technologie. Donc, c'est un peu la force des outils. Quand on parle d'innovation, on veut souvent valider rapidement nos idées, puis ensuite rebondir. C'est-à-dire que on n'est plus à l'époque de faire des longs plans d'affaires. C'est super important un plan d'affaires, mais c'est comme la deuxième étape. Il faut faire des scénarios de modèles d'affaires, puis en faire le plus possible, puis ensuite tester rapidement nos idées avec les gens qui nous entourent pour voir quelles pistes de solutions sont plus porteuses. Puis après ça, une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de minimiser les risques d'implantation. Encore une fois, une erreur qu'on fait en temps d'incertitude, c'est d'oublier toute la force et la richesse de notre entreprise. En fait, tout ce qui a fait qu'on s'est rendu à aujourd'hui, toutes nos forces et nos bénéfices qu'on peut générer et la valeur qu'on peut générer pour nos différentes parties prenantes, ce qui est le fun, c'est quand on a fait des scénarios, on peut valider, puis après ça, dire OK, cette avenue-là est plus prometteuse, on va s'engager dans celle-là, mais on a déjà eu un espèce de tour d'horizon avant de se lancer dans des mises en œuvre trop exhaustives qui peuvent coûter beaucoup de temps et d'argent. Puis là, en ce moment, je pense que c'est difficile, il faut vraiment être efficace, puis on n'a pas trop de temps ni d'argent à gaspiller. Puis après ça, le modèle d'affaires, c'est comme de passer de l'aspect émotionnel ou de la vision de votre entreprise, puis de la matérialiser de manière très concrète, de dire, là, notre vision, c'est d'avoir tel impact dans telle industrie, mais comment ça se traduit concrètement? C'est le modèle d'affaires. Donc, voici ma courte intro. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je veux vous parler d'un ouvrage qui m'a personnellement beaucoup inspiré. Peut-être certains d'entre vous connaissez Simon Sinek, qui a écrit le livre Start with Why. Puis là, il a lancé un livre qui s'appelle The Infinite Game. En fait, Simon, son TED Talk sur TED.com, j'ai mis le lien dans la présentation, c'est le TED Talk le plus vu de tous les temps sur TED. Puis la prémisse de base de son ouvrage, c'est People don't buy what you do, they buy why you do it. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais bien le pourquoi vous le faites. Et c'est comme ça qu'on campe les grandes marques, les grandes entreprises. C'est sur leur raison d'être profonde. C'est sur le pourquoi. C'est quoi la motivation intrinsèque à l'organisation qui fait que on donne une crédibilité puis une force aux produits, aux services qu'on offre. Et je me suis dit que j'aurais pu prendre des exemples classiques, mais vu les circonstances avec la COVID-19, j'ai voulu vous montrer quelques exemples qui ont retenu mon attention, qui ont fait un pivot rapidement, où ils ont amené une solution innovante dans leur secteur d'activité, mais ils n'ont pas perdu de vue qui ils étaient. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur leur raison d'être, leur mission puis leur force pour pivoter puis amener une nouvelle solution aux nouveaux enjeux. Je vous présente peut-être des entreprises familières là, que vous auriez peut-être déjà vues. Pure Vodka, Nicolas Duvernois, fondateur Dragon, qui prône beaucoup l'achat local. Nicolas a aussi pris un peu les résidus de sa production de vodka pour les transformer en désinfectants pour les mains. Maintenant, ce filon-là, il y a tellement de demandes accrues pour les désinfectants que là, lui-même n'arrive pas à fournir à la demande. Ce qui est intéressant, c'est que là, en ce moment, il ne réussit même pas à desservir les services de la santé avec ce nouveau produit. Puis on le sait que Nicolas a toujours été fervent de l'art, la culture de l'art. Il a toujours intégré beaucoup l'achat local dans sa façon d'exprimer Pure Vodka. Et donc, c'est intéressant de voir comment lui a fait son pivot. Peut-être vous connaissez, certainement, ces temps-ci, vous avez pris quelques bières de plus. Je suis coupable de ça. Mais Boréal, une microbrasserie encore indépendante québécoise, qui, elle, s'est dit, nous, on va aussi faire
de l'alcool désinfectant avec nos sous-produits de bière. Fait que bravo. Mais ils ont été aussi un peu plus loin en créant une collection de bières collaboratives dans laquelle ils ont impliqué différents acteurs du milieu pour créer des produits uniques, exclusifs, en impliquant aussi des artistes locaux pour faire les étiquettes de bière. Puis ils se sont associés rapidement au mouvement On serre les coudes pour l'achat local. Fait que ça, c'est un autre exemple. Cook It, c'est une solution de repas prêts à cuisiner. Nous, on a eu la chance de travailler avec eux. Vraiment une culture progressiste dans la façon d'amener leurs produits. Ça a été les premiers à faire un kit durable, réutilisable pour les services prêts à cuisiner. Puis, quand la COVID a commencé, ben, eux, ils ont vécu un beau problème. Ils ont grossi de façon exponentielle, mais ils ne l'ont pas pris pour acquis. Puis la fondatrice étant issue, elle, du domaine de la restauration, puis elle a vu que c'était un des secteurs les plus affectés. Elle a décidé de dire, nous, on va donner 6 000 repas à des gens dans le besoin qui sont issus du domaine de la restauration. Notre offre, c'est pour aider les familles. Fait qu'on va créer une académie qui anime les jeunes puis qui les intéresse à l'art culinaire. On a déjà une espèce de marché où on fait la promotion de produits locaux. Bien là, on va étendre notre offre. Bref, tout en restant près de leurs convictions, ils ont réussi à faire beaucoup. Je vous parlerai peut-être de Cubix pour ceux et celles qui les connaissent. C'est une entreprise extrêmement expérimentée en événementiel à très grand déploiement, hyper impliquée dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Eux ont vu en fait leur carnet d'événements la prochaine année et demie complètement être annulé. Puis là, ils se sont dit, nous, on est des professionnels. Dans le fond, nous, on est des professionnels en logistique. On est bon avec les projets. On est capable de faire naître des grandes expériences en peu de temps dans des conditions un peu extrêmes. On peut aider. Et quand le Manoir Harwood a demandé de l'aide, ils ont répondu présent. Puis depuis ce temps-là, ils sont là à temps plein pour leur aider à trouver du personnel puis à vraiment alimenter. Donc ça, c'est une autre histoire inspirante. Je vais passer vite les autres exemples, mais Quartzco, qui est une entreprise de manufacturière de manteaux québécois, déjà aussi avait intégré des pratiques durables, mais ont décidé de développer de l'équipement spécialisé pour le secteur de la santé. Puis même les grands joueurs comme Bauer et Nike vont prendre toute leur expertise en design pour aider notre ligne de front qui travaille dans le secteur de la santé. Là, on les remercie du fond du cœur. Là, c'est fun de voir jusqu'à ici Infographim qui a aussi pris la balle au bon pour offrir ses propres visières, des visières personnalisées. Puis là, on les voit chez IGA Vio. Là. Donc, c'est pour moi intéressant de commencer sur une base d'optimisme. Puis je pense que c'est absolument la posture mentale qu'on doit tous avoir en situation de crise, c'est de s'ancrer dans ses forces puis de trouver des solutions. Parce qu'en ce moment, on voit deux phénomènes. On voit un phénomène où il y a des entreprises traditionnelles qui, elles, se voient mettre un peu sur les lignes de côté en attendant que la crise passe. Puis après, il y a des entreprises soit de besoins essentiels ou soit porteurs de solutions d'impact. Bien, elles se voient non seulement hyper engagées, puis là, c'est comme si ça donnait un sens à leurs actions. Fait que la première question que je vous pose, puis ça, c'est une question que vous prenez mentalement, là. Comment allez-vous changer le monde positivement? C'est sûr que c'est une question très large, mais en bout de ligne, si vous appuyez sur votre force, sur la raison d'être de votre entreprise, comment vous pouvez faire la différence puis créer un impact positif sur les communautés qui vous entourent, que ce soit vos employés, vos fournisseurs, vos clients, l'ensemble de ces parties. Au-delà de faire des affaires, pourquoi pas générer? Puis je suis certain que beaucoup d'entre vous ont déjà pris place. Puis si vous êtes un peu dans ce mode de réflexion-là, mais j'espère que les outils que je vous présente à l'instant vous aident à propulser ces idées-là de manière un peu plus forte. OK. Donc, le modèle d'affaires. Donc, je l'ai dit, chez Atelier, nous, on est comme spécialiste en positionnement stratégique. Puis après ça, on traduit le positionnement stratégique dans les nouveaux modèles d'affaires d'impact. Mais c'est quoi un modèle d'affaires? C'est quoi un modèle d'affaires? Dans le cadre de ces recherches, Alexandre a ressorti à peu près toutes les définitions qui existent. The story of how it works,
la représentation d'une relation, la théorie d'une entreprise. Mais la définition qui nous intéresse, c'est celle que Osterwilder et Pigneur ont créée, qui va comme suit. Un modèle d'affaires, c'est la manière dont une entreprise crée, livre et capture de la valeur. C'est la manière dont une entreprise crée, livre et capture de la valeur. Et de cette notion-là est ressorti le fameux Business Model Canvas qui fonctionne comme suit. Là, je pense que vous voyez ma souris, mais ce que je veux vous dire, c'est ce qui est important pour moi à cette étape-ci, même si vous l'avez déjà vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu, fait que je vais prendre le temps de le couvrir, mais c'est un outil hyper puissant où on veut comprendre les relations qui entourent votre entreprise. Fait qu'on commence toujours avec la case du milieu dans le Canva qui s'appelle la proposition de valeur. Quels sont les produits et services que vous offrez en tant qu'entreprise? Ça, c'est d'abord la première question qu'on fait. Ensuite, on va regarder les consommateurs, à qui on adresse nos produits et services. Jusque-là, je pense que ça va bien. Sachez qu'ici, on pourrait avoir plusieurs types de clientèle, puis on pourrait avoir aussi plusieurs types de cadeaux. Parfait? Donc, quels sont nos produits et services? À qui offrons-nous nos produits et services? Puis comment on livre de la valeur? Donc, livrer de la valeur, on peut le faire d'une façon émotionnelle, à travers des relations, et d'une façon tangible, à travers des canaux de distribution. Fait que comment vous amenez votre cadeau dans les mains de votre consommateur à travers des relations émotionnelles et à travers des canaux de distribution. Puis les relations émotionnelles, c'est typiquement tout ce qu'on fait en marketing, le contenu, les histoires, les promotions, les événements. Puis l'aspect de distribution tangible, là, comment on distribue, bien, ça va être les moyens de transport, ça peut être les lieux, ça peut être un site Internet si vous vendez vos produits en ligne. Je vais vous donner plus d'exemples un peu plus tard. Fait que, voici comment une entreprise livre sa valeur à son consommateur. Après, comment elle crée sa valeur à travers des activités internes. Fait que, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous à l'interne pour créer ces produits et ces services-là? Et quelles ressources avez-vous pour créer le beau cadeau qu'il y a ici au milieu, qui est la proposition de valeur? Fait que ces deux cases-là, ça représente, vous voyez, il y a comme une espèce de dent, là, ça représente vos activités puis vos ressources internes. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise. Vous créez cette valeur-là pour ensuite la livrer aux consommateurs. Et donc, il y a aussi vos partenaires externes qui vous aident à créer cette valeur, qui aident vos ressources et vos activités à créer la valeur. Voyez-vous? Fait que là, je répète, je reviens même, c'est quoi un modèle d'affaires? C'est la manière dont une entreprise crée, livre et capture de la valeur. Donc, vous livrez de la valeur à vos consommateurs, vous la créez avec les trois cases ici, avec vos partenaires, vos ressources et vos activités internes. Et comment vous capturez de la valeur? Bien, ici, il y a comme le bottom line qu'on voit bien, à travers des revenus et des coûts. Idéalement, pour que votre entreprise soit viable, il y a plus de revenus que de coûts. Fait que là, je vous montre les 9 cases qui consistent le modèle d'affaires, puis c'est un peu la force du Business Model Canvas, c'est de dire en 9 cases, je suis capable de dire qu'est-ce que j'offre, à qui je l'offre, comment je génère la relation intangible, le marketing, comment je le distribue, quelles sont mes activités internes, quelles sont mes ressources internes, quels sont mes partenaires externes qui m'aident à offrir ma proposition de valeur. Puis ensuite, est-ce que je suis capable de comprendre c'est quoi mes grands revenus puis mes grands coûts? Puis est-ce que ce portrait-là m'intéresse et fait du sens? Je vous donne un exemple. On parle d'impact, puis c'est drôle de prendre un modèle comme McDo. Mais ici, il y a quelques petits trucs que j'aimerais vous partager avec l'usage de ce cas qui est McDonald's. Fait que si on regarde un peu, en fait, la force du modèle d'affaires, c'est d'être capable de le rendre si précis et si digestible qu'on serait capable de le dessiner.
Si on est capable de le dessiner, ça veut dire que nous, on peut le partager puis que tout le monde puisse le partager. Fait que la proposition de valeur, c'est quoi chez McDo? Bien, c'est d'offrir un repas standardisé et le même partout dans le monde dans un délai raisonnable, dans un délai rapide. Fait que vous voyez, là, ici, on a les trois. C'est pas un sandwich, c'est vraiment la notion de trio. Il y a la flèche qui est autour du globe. Puis qu'il y a aussi la notion du temps qui est important. Fait que c'est ça que McDo offre comme expérience. Je vous amène aux clients types. Fait qu'on parle aux familles chez McDo, on parle aux adolescents. Puis ici, ben, il y a une valise, là, on dirait que c'est l'homme d'affaires, la catégorie d'affaires. Puis ça m'amène à vous parler d'un autre point. Le Business Model Canva est un tremplin de réflexion, mais n'est pas une finalité. Ça veut dire que quand vous l'utilisez, ben moi, j'aurais pu faire le modèle d'affaires de McDo, puis j'aurais pas nécessairement eu les mêmes réponses. Puis vous l'auriez fait, ça aurait été la même conclusion. Puis c'est correct et c'est même important. C'est vraiment un point de discussion, puis un point de réflexion. Fait que je répète, la proposition de valeur, on a les familles, on la livre aux familles, aux ados, aux personnes qui font des affaires. Puis comment on crée une relation à travers le marketing numérique, là, c'est un peu ce qu'ils ont décidé de mettre, là, ou les pubs à la télé. Et comment on distribue ça, ce repas, ce trio à notre clientèle à travers nos restaurants. Fait que là, ça m'amène à un autre point important. T'sais, votre canal de distribution, c'est pas juste le camion UPS. C'est le lieu où les gens, où votre client vient consommer votre proposition de valeur. Fait que ça peut être, comme je l'ai dit tantôt, un restaurant, un magasin, une salle de conférence. Ça peut être aussi un site Internet s'il est transactionnel. Tu sais, le site Internet peut avoir un rôle dans la relation client ici parce que vous avez des contenus et des blogs puis très engageants, mais peut être aussi un canal de distribution parce que l'aspect transactionnel. OK. Fait que là, c'est comme ça que McDo livre sa valeur. Comment McDo crée sa valeur à travers des activités internes. Ces activités, c'est de planifier toutes les communications puis la commercialisation. Puis c'est de produire à la chaîne les trios. Ça, c'est leurs activités internes. Quelles sont leurs ressources internes? Bien, McDo, c'est les ressources humaines, mais aussi McDo est reconnu pour la force dans leur propriété immobilière. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires des terrains sur lesquels ils vont mettre une franchise. Fait que ça, c'est une ressource matérielle. Et ensuite, ils ont des partenaires externes. Ici, ben, on affiche les partenaires qui sont des franchisés. Fait que les franchisés ne sont pas dans la structure de chez McDo, sont externes, puis ils payent des redevances. Fait que c'est comme ça que McDo livre sa valeur, puis, crée sa valeur, livre la valeur au consommateur et capture, c'est la ligne, le bottom line. Donc, leur coût, c'est le personnel, les infrastructures, la matière première, la nourriture et les frais de publicité. Puis leur revenu, ben, c'est la vente de trio, mais c'est encore plus les revenus associés aux royautés émises par les franchisés. Fait que c'est intéressant aussi d'utiliser ça pour illustrer des phénomènes où là, on aurait pensé intuitivement que c'est la vente de Big Mac là, qui fait que McDo est une entreprise qui va si bien. Mais non, c'est vraiment les revenus associés à leur franchisé. Fait que là, je vous envoie ça, puis je vous donne un autre constat qui est hyper important pour tous les projets. C'est que si on avait classé l'expérience culinaire de McDo de 1 à 10, on aurait peut-être un 3, 4, peut-être un 8 s'il est 2 heures du matin. Là. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas une expérience culinaire où on est loin du Toqué ou du Joe Beef ou des restaurants peut-être plus de haute gastronomie. Et Henry Chesbrough, dans le cadre de ses recherches, a dit la chose suivante, c'est qu'une technologie médiocre qui est exprimée à travers un bon modèle d'affaires va avoir plus de valeur qu'une technologie incroyable exploitée dans un mauvais modèle d'affaires. Ce que ça veut dire, c'est que l'important pour vous, pour vos projets, c'est que vous ayez de grandes idées d'impact, mais il faut que votre modèle d'affaires soit aussi réfléchi que l'idée elle-même si vous voulez augmenter votre portée et votre impact
dans la communauté. Puis, comme je disais, ben, on peut faire le modèle d'affaires d'à peu près tout ici. On a une interprétation de Noël. Fait que souvent, on demande en atelier, c'est quoi la proposition de valeur de Noël? Ben, certains vont dire les cadeaux, mais nous, on les ramène beaucoup au sourire de l'enfant, qui est la joie, dans le fond, c'est ça. C'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on pas qu'on vend, c'est ce qu'on propose à Noël, c'est la joie. Puis dans la segmentation, ben, on a les enfants qui sont gentils, puis lui, le petit gars, ben, il a un slingshot, puis il est seul, fait qu'il est peut-être moins gentil ou méchant. Comment on crée une relation avec les enfants? Ben, c'est à travers la lettre du Père Noël. Hein? C'est l'enfant qui écrit la lettre puis qui dit au Père Noël c'est quoi ses cadeaux. Comment on distribue cette proposition de valeur-là? Ben, à travers le traîneau, les reines. C'est quoi les activités internes de Noël? Ben, c'est de savoir quel cadeau va dans quelle maison. C'est pas donné à tout le monde. Les ressources, ben, c'est le traîneau, les lutins, les reines, les jouets. C'est ça les ressources internes pour offrir de la joie et des cadeaux aux enfants. Quels sont les partenaires externes? Ben, les services de poste pour la lettre, puis les rois mages pour faire vivre l'esprit de Noël. C'est quoi comment on capture de la valeur à Noël? Ben, c'est le Père Noël qui reçoit du lait et des biscuits. Puis, ça coûte combien Noël? Éclat de magie, absolument rien, c'est ça? Je pense pas. Donc, c'est pour vous dire simplement de manière un peu plus ludique que cet outil-là est vraiment polyvalent. Fait que là, je vous le dis tout de suite, vous aurez juste à m'envoyer un courriel, puis tous les outils que vous allez voir aujourd'hui avec le guide, comment les remplir, là, parce que je sais que je passe très vite, là, je vais vous les donner absolument gratuitement pour aider votre entreprise. Fait que vous aurez juste à m'écrire un petit courriel, je vais vous donner l'adresse un peu plus tard. Mais vous aurez à la fois les 3 canevas, puis la capacité de voir exactement quoi mettre dans chaque case, là, parce que je comprends que je vais quand même vite. Fait que, quel est votre modèle affaires économique aujourd'hui? Puis là, vous avez 9 cases là, pour dire, ben voici mon modèle d'affaires d'aujourd'hui. Puis, peut-être que si j'offrais autre chose, ça prendrait quelle forme? Puis là, vous utilisez le Canva pour explorer de différents scénarios. Je vais prendre une petite gorgée. Merci. Donc, le canevas social. Fait que là, j'ai pris un peu de temps pour vous montrer un peu les rouages parce que c'est exactement la même mécanique pour les 2 autres canevas. Mais c'est quoi un modèle d'affaires innovant et durable? Bien, c'est un peu le fruit de la recherche de mon collègue Dr. Joyce ou Alexandre Joyce, PhD, qui disait c'est la manière dont une entreprise crée, livre et capture de la valeur économique, environnementale et sociale. Comme je vous l'ai mentionné aujourd'hui, soit qu'on fait partie des entreprises qui sont porteuses de solutions, soit qu'on est mis sur les lignes de côté. C'est un discours que nous, on prône beaucoup depuis un bon nombre d'années chez Atelier, mais maintenant, c'est plus vrai que jamais. Et donc, de penser l'entreprise juste sur la dimension économique, c'est comme de passer à côté non seulement d'opportunités incontestables, mais c'est aussi complètement décalé avec les réels besoins des consommateurs d'aujourd'hui. Puis, comment on est arrivé à cette conclusion-là? Comme je vous ai dit, là, les outils que je vous présente ont été faits en collaboration avec ceux qui ont fait le BMC, là, fait que c'est hyper éprouvé. On s'est intéressé à la norme ISO 26000, qui est la norme sur les parties prenantes, qui demande à l'entreprise, aux organisations, d'intégrer la notion des droits humains, des pratiques de travail, l'environnement de travail, d'avoir des pratiques d'opération équitables, de déterminer c'est quoi les enjeux de consommation, puis de s'impliquer dans le développement de la communauté. Ça, c'est les grands thèmes touchés par la norme ISO 26000. Puis ce que nous, on a fait, ben, on les a ancrés dans le canevas social. Puis, vous allez voir, là, c'est sûrement la portion qui va vous amener le plus loin dans vos réflexions d'affaires. Parce qu'elle nous permet d'ancrer l'aspect émotionnel de votre entreprise. T'sais, souvent, on focus beaucoup sur nos produits, services, qu'est-ce qu'on offre, comment on l'offre, puis à qui on l'offre. Mais on oublie que les grandes marques, là, ils créent des connexions émotionnelles. Puis c'est la valeur sociale, c'est le why qui nous permet de générer ce contact émotionnel. Fait que si je reviens à Simon Sinek, people don't buy what you do, they buy why you do it. Ben, le why, c'est 9 cases. C'est le canevas social.
Excellent. J'ai vu qu'il y avait une petite question. Si vous avez des questions, je parle trop vite, là, vous pouvez le mettre dans le questions et réponses, là, mais sinon, je vais continuer. La valeur, on avait la proposition de valeur dans le modèle économique. Maintenant, ici, ce qu'on a avec le beau cœur qu'on a confectionné, c'est la valeur sociale. C'est votre why. C'est ce qui fait que vous vous levez chaque matin. C'est la promesse. C'est le BHAG. BHAG, c'est un acronyme qui dit Big, Hairy, Audacious Goal. Il n'y a pas vraiment de traduction francophone pour ça, mais c'est vraiment votre vision idéaliste de l'impact que vous voulez générer pour votre secteur d'activité et les communautés. Ici, on va mettre le why de votre entreprise. Ensuite, on va aller vers les utilisateurs finaux. Okay? Donc, souvent, on se fait poser une question, c'est quoi la différence entre mon client et mon utilisateur final? Bien, la différence, c'est, imaginez, vous êtes Lego. Donc, le client de Lego, c'est les parents, la mère, le père qui achètent des Legos, mais l'utilisateur final, c'est l'enfant. Si on pense juste économique, souvent, on oublie de penser à l'utilisateur final. Or, un autre takeaway pour la séance d'aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que notre raison d'être sociale, notre why, doit absolument toucher un utilisateur final. C'est la façon qu'on va générer un impact. C'est le client de vos clients, si vous êtes en mode business to business, ou si vous créez des environnements. Bref, c'est vraiment, il faut identifier c'est qui l'utilisateur final de vos produits et services, puis on va tenter de le mettre ici. Puis ici, dans cette case-là, vous le verrez dans l'outil, on vous guide un peu, mais on met la personne, mais on met aussi comment on génère la transformation. Parce que c'est important de penser que si on a notre raison d'être, là, elle est forte, je vais prendre Weight Watchers, qui, eux, veulent faire la promotion de saines habitudes de vie, comment on transforme, en fait, l'utilisateur final, ça va être monsieur, madame, tout le monde qui utilise leur plateforme et leur famille. Puis, comment on le sait qu'on les a transformés? C'est à travers une perte de poids ou en tout cas l'augmentation de leur activité physique ou l'implication envers leur communauté, les autres. Bref, dans cette case-ci, on veut mettre deux choses. On veut mettre qui sont nos utilisateurs finaux, puis surtout, comment on va les transformer pour que notre promesse ne soit pas juste des paroles en l'air. Ensuite, comment on livre la valeur sociale à nos utilisateurs à travers une culture. Je vous l'ai dit, la culture, c'est un peu la colle de votre organisation. C'est ça qui va faire que vous vous distinguez, vous avez une voix unique et que vous ralliez les gens autour d'intentions puis d'une cause commune. Donc, vous devez identifier en tant qu'entreprise, projet, c'est quoi votre culture? C'est quoi votre ton? Quelle est votre personnalité finalement? Comment vous vous assurez qu'il y a une cohérence entre ce que vous dites et à qui vous vous adressez? Fait que vous identifiez ici votre culture. Comment on distribue de la valeur sociale à travers une portée. La portée géographique. Est-ce que votre mission sociale touche le Québec, touche le Canada? Est-ce que votre portée sociale touche le monde? Ensuite, il y a une autre type de portée, une portée émotionnelle. Est-ce que vous transformez émotionnellement? Vous créez du réconfort? Vous créez de la confiance? Puis il y a une portée dans le temps. Est-ce que votre impact est à toutes les semaines? Tu sais, quand on parle, mettons, on pense au système d'éducation, le contact entre les professeurs et nos enfants, il est au quotidien. Fait que la portée serait quotidienne dans ce cas-ci, ou en tout cas hebdomadaire. Fait que vous devez identifier comme la portée de vos actions ici. C'est comme ça que vous distribuez. C'est combien de fois, comment vous allez rejoindre vos utilisateurs finaux à travers la portée de vos actions. Ensuite, comment vous livrez à l'interne de la valeur sociale à travers une structure de gouvernance. Est-ce que vous êtes un Inc? Est-ce que vous êtes une coop? Est-ce que vous avez un style de leadership démocratique? Est-ce que c'est autoritaire? Bref, ici, ce qu'on veut, c'est comprendre votre structure organisationnelle puis voir est-ce qu'elle est en phase avec votre valeur sociale ou elle est déphasée. Ensuite, employés. Ici, ce n'est pas de lister les employés comme on le faisait dans le canevas économique. Ici, ce qu'on veut faire, c'est démontrer les bénéfices que les employés ont quand ils croient dans votre valeur sociale. Parce qu'en bout de ligne, tu sais, quand vous avez une entreprise, un projet, vous pouvez avoir la promesse, vous voulez avoir un impact, mais il faut que ça soit incarné par les membres de l'équipe. Il faut qu'eux aussi retirent des bénéfices de votre impact social. Fait qu'ici, on met un peu les bénéfices. Ça peut être
des bénéfices traditionnels comme l'assurance emploi, l'assurance dentaire et tout ça, mais ça peut être aussi avoir des opportunités d'apprentissage, des opportunités d'expérience, d'enrichissement. On essaie d'étoffer ça le plus possible. Puis ensuite, vous avez qui vous aide à générer cette valeur sociale-là, c'est des communautés. Les communautés qui sont externes à vous. Puis là, c'est un autre peut-être constat de la présentation d'aujourd'hui, c'est que si vous avez des partenaires qui vous aident à générer votre proposition de valeur, vous avez aussi des communautés qui ont à cœur la même valeur sociale que vous. Puis ce qui est le fun, là, quand on parlait de ressortir des opportunités insoupçonnées, ce qui est le fun ici, c'est de dire peut-être les communautés que je vais découvrir, que je vais vouloir associer à mon entreprise sont très loin de mes champs, de mes relations traditionnelles. Ce que vous allez découvrir là, c'est des communautés très diversifiées qui ont à cœur la même raison sociale que vous, mais qui peuvent venir de secteurs d'activité très différents du vôtre. Puis là, ça commence à étoffer. Fait que là, on étoffe la raison d'être de votre organisation sans nécessairement perdre sa racine puis la dissoudre avec un paquet d'opportunités non orientées. Là, on est vraiment axé sur votre valeur sociale, la valeur sociale qui anime votre entreprise, votre culture, l'impact que vous voulez faire chez l'utilisateur final, puis les utilisateurs finaux. Puis là, vous avez les communautés au sens large qui ont à cœur ce même impact. Puis là, vous allez voir, vous allez étoffer. Et là, ensuite, comment on capture la valeur sociale? Bien, on génère des bénéfices sociaux à travers notre entreprise. Ici, on les mettrait. Puis on trouverait une façon de les mesurer aussi. Parce qu'il y a une façon, quand on crée une entreprise d'impact, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle communément le greenwashing, il faut être capable de présenter son plan sans dire qu'on est parfait, mais de démontrer qu'on mesure notre progrès, qu'on est responsable de la progression de notre entreprise. Parce que les consommateurs sont de plus en plus conscients, puis les consommateurs au sens large. Fait que, ils vont se sentir très loin si mettons, vous dites que vous voulez générer du bon pour la communauté, puis finalement, ça ne se matérialise pas concrètement. Puis de savoir bien mesurer vos bénéfices sociaux, bien, c'est une façon de communiquer vos progrès, puis d'enrichir. Tu sais, en communication, on pense souvent à ce qu'on aime appeler des manipulations marketing, là. C'est quoi la promotion du 2 pour 1, 10% off, toutes les manipulations qui nous demandent beaucoup d'énergie et ne sont pas toujours efficaces. Mais quand on communique plutôt nos bénéfices sociaux, voici l'impact que mon projet a eu, voici, bien là, on obtient une portée qui est beaucoup plus grande, qui est en phase avec notre proposition de valeur, puis en plus, qui nous génère un rayonnement incroyable, si c'est bien fait. Impact social négatif, il n'y a pas une entreprise de parfaite. Il faut être autocritique puis dire c'est quoi les impacts sociaux négatifs de notre entreprise dans son milieu, de l'industrie dans laquelle on évolue, puis de ne pas avoir peur de dire, ben, tu sais, nous, quand on est dans les entreprises de design où on fait de longues, comme sûrement plusieurs d'entre vous, là, on fait de longues heures dans des échéanciers assez courts qui mènent parfois au surmenage, bien là, tu sais, ça serait un impact social à peut-être déceler puis de voir est-ce qu'on le prend, l'impact, on essaie de le traduire en opportunité dans notre valeur sociale, dire, regarde, nous, on va s'attaquer à cet enjeu-là, tu sais, parce qu'il est cher à nos yeux, etc. Puis là, je vous donne un exemple parce que pour passer de la théorie à la pratique, un client avec lequel on a collaboré, Peppermint Cycling, c'est une compagnie québécoise de vêtements pour cyclistes, pour les femmes qui font du cyclisme. Puis eux, ils se sont dit, on va être produit le plus localement possible. On ne veut pas d'intermédiaires en point de vente parce qu'on veut vraiment contrôler la relation avec nos consommatrices. Puis nous, on veut faire vivre la marque en regroupement de cyclistes. Puis ils auraient pu dire, leur slogan aurait pu être produit pour la femme de qualité, d'être beaucoup plus dans les fonctions du produit, mais plutôt là, leur grande idée, qui est leur slogan, c'est break the pattern, briser les conventions, parce qu'eux, ils voulaient vraiment inscrire l'ensemble de leurs produits dans la richesse du leadership féminin. Ils voulaient vraiment que ça soit de rassembler les femmes actives et engagées pour créer un mouvement de leadership féminin actif. Et cette idéologie-là s'est reflétée dans absolument tout ce qu'elles ont fait.
que ce soit les vêtements, le type de produit, les événements qu'ils ont créés, etc. Fait que, je vais vous montrer un peu comme... Là, c'est une exploration sommaire, mais c'est quoi leur valeur sociale? C'était de briser les normes et les conventions. C'est d'évoquer le potentiel du leadership féminin et c'est d'unir et rassembler les femmes actives et engagées. Fait que ici, là, on ne parle pas de produit. Il n'y a pas un cuissard là-dedans. On parle du pourquoi. Pourquoi on se lève le matin? C'est pour ça. Qui sont leurs utilisatrices? C'est les femmes initiées et actives et les femmes à la recherche d'une communauté active. Ils ne voulaient pas être juste destinés à ceux qui font du vélo depuis toujours. Ils voulaient vraiment juste rassembler les femmes actives. Puis comment ils allaient mesurer ça à travers le dépassement, le leadership, le bien-être, puis la génération d'un mode de vie actif. Comme quelle culture Peppermint veut avoir? Une culture d'inclusion, d'appartenance, créer une appartenance, d'inspiration, puis de transparence. Leur portée est ancrée surtout au Québec, mais aussi dans la saisonnalité. Eux, ils ont différentes saisons. Leur gouvernance est 3 associés, un Inc. qui est vraiment sous la forme de start-up. Les employés, les employés nouveau départ, je ne me rappelle honnêtement pas ce qu'on voulait dire avec ça. Un horaire flexible, puis ils ont la chance, ils ont un horaire flexible, puis surtout la présence aux événements. Parce qu'en étant, tu sais, quand on fait partie de la communauté, ça enrichit un peu nos expériences. Puis surtout que leurs employés, c'était aussi des personnes de passion. Donc, pour eux, c'était comme un bénéfice incroyable. Les communautés, c'est les groupes cyclistes féminins, les femmes leaders, puis les associations médicales et sportives. C'est rare qu'on aurait dit ça pour une compagnie de vêtements. Mais eux, tu sais, il y avait vraiment cet esprit-là de collégialité puis de faire un produit extraordinaire qui répond à des besoins précis. Les bénéfices sociaux générés, c'est rassembler la communauté de cyclistes. Ils ont fait plus de 6 rassemblements par année. Puis leurs produits sont faits à 80% par des produits locaux. L'impact, l'impact négatif potentiel, c'est un produit haut de gamme pour un sport niché. C'est-à-dire que c'est quand même, veut pas rassembler ces conditions-là, fait que le produit est un peu plus dispendieux, donc moins démocratique. Donc, c'est quoi votre modèle d'affaires social? C'est comment voulez-vous générer de l'impact? Puis quand on comprend comment notre entreprise, notre projet génère de l'impact, c'est comme ça qu'on s'assure on intègre les parties prenantes, mais aussi on assure notre résilience. Puis ça nous donne aussi une espèce de loupe, une vue pour naviguer dans les temps qui changent. C'est-à-dire que le canevas social peut évoluer, mais évoluera moins que le canevas économique. Vous allez garder votre cohérence, votre raison d'être, votre why va rester solide, puis vous allez alterner peut-être vos modèles d'affaires financiers en vous inspirant de votre why. Et voilà pour le canevas. Fait qu'on a fait 2 sur 3. Il me reste... mon Dieu, je pense que je suis en train d'exploser. Je vais passer vite ça, puis je vais aller aux questions. Désolé je m'emballe. Le canevas environnemental a été fait sur l'approche cycle de vie. C'est quoi le cycle de vie? C'est 5 grandes étapes-là où on extrait la matière, on la fabrique, on la distribue, on l'utilise, puis en fin de vie, puis on aime quand même contrôler le recyclage le plus possible. Excusez-moi. Je t'ai perdu le contrôle de ma présentation. OK. Donc, le canevas environnemental est un peu construit de la même façon. Valeurs fonctionnelles, on essaie d'être dans ce canevas-ci beaucoup plus mesurable. Comment on mesure votre produit? Fait autant on a une proposition de valeur, produits et services, valeur sociale, le vote pourquoi. La valeur fonctionnelle, c'est de dire comment on arrive à quantifier votre produit et service. Puis là, on va aller, comment on le distribue, qu'est-ce qui se passe à l'utilisation, qu'est-ce qui se passe en fin de vie, quels moyens internes on utilise pour produire notre produit, quels sont les matériaux, quels sont nos partenaires externes pour l'approvisionnement de matières et de services, puis quels sont les bénéfices environnementaux et quels sont nos impacts environnementaux. Je le passe plus vite parce que je veux aller tout de suite à l'exemple pour vous le présenter. On a travaillé avec Buffalo Jeans, qui est une entreprise que pour plusieurs,
pensait qu'il n'existait plus, là. Mais il vendait beaucoup aux États-Unis. Puis on a fait tout le processus d'analyse du modèle d'affaires environnemental pour une paire de données, une paire de jeans. Puis là, ici, je vous ai mis un peu les grands rouages du modèle d'affaires environnemental. Une paire de jeans. Fait que nous, ici, là, pour le modèle environnemental, on dit qu'est-ce qu'on vend le plus chez Buffalo? Ben, des jeans. Fait que si on fait le mapping d'une paire de jeans, puis on extrapole ça sur l'entreprise, on va comprendre les principaux flux qui génèrent un impact environnemental. Fait qu'on essaie de dire, on essaie d'être, là ici, je ne suis pas quantifiable, là, mais on pourrait dire une paire de jeans, ça pèse combien, ça prend combien de mètres carrés de tissu, ça prend quel type de... On essaie de quantifier notre produit le plus possible. Puis quand on fait des services, comme moi, mettons, chez Atelier, une façon de quantifier mes services, ça va dire, c'est quoi ma valeur fonctionnelle? C'est un atelier ou une séance d'information ou un webinaire. Puis là, j'essaie de voir mon impact environnemental sur un produit très quantifié. Comment on distribue les jeans? Par bateau, par train, par avion, puis le transport terrestre lorsqu'on vend à notre boutique en ligne, un genre d'UPS. Puis ici, là, ça serait intéressant de même mettre des pourcentages. Là, ici, on ne l'a pas fait, là, mais vous pouvez mettre des pourcentages. Oups, excusez-moi. Là, ensuite, qu'est-ce qui arrive à l'usage? Quand on utilise nos produits, qu'est-ce qui arrive? Bien, on défait la boîte, on défait l'enveloppe de plastique, on a aussi quand on distribue à nos clients commerce de taille, il y a des invendus, puis il y a des produits endommagés. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui se passe à la phase de l'utilisation. La fin de vie, bien, qu'est-ce qui arrive une fois que nos jeans sont en fin de vie? Est-ce qu'on peut les revaloriser, les réparer, en faire don ou les recycler? Ça, c'est les principes de base qu'on est en train d'installer avec eux. Qu'est-ce qu'on fait? On produit quoi à l'interne? Des échantillons, des étiquettes, des catalogues puis des bons de commande pour générer notre valeur fonctionnelle. C'est quoi les matériaux? Bien, c'est la fibre naturelle, les fibres chimiques, les ornements en métal puis l'emballage. Ça, c'est les matériaux qu'on utilise pour faire confectionner un jeans. Qu'est-ce qu'on prend comme approvisionnement externe? De l'eau, de l'électricité. L'eau, c'est parce que ça prend énorme. Pour faire un jeans conventionnel, ça peut prendre 10 000 litres d'eau, puis eux vont tomber à une centaine de litres dans les prochains mois. Fait que c'est quand même intéressant. L'électricité, les produits chimiques, le coton, la teinture, l'emballage, le bois. Ça, c'est les trucs externes. Puis c'est quoi leurs bénéfices environnementaux? Bien, c'est la réduction de l'usage de l'eau, la revalorisation des pertes, la réduction de l'usage des produits chimiques, la réduction de l'usage de l'énergie. Et c'est quoi nos impacts environnementaux négatifs? C'est les déchets à l'emballage, les émissions de carbone par les transports, puis les pertes d'eau dans la production. Fait que vous voyez qu'en une vingtaine de minutes, vous faites le tour. Nous, on a fait de la stratégie beaucoup plus en profondeur avec eux, puis ça nous a donné 5 piliers d'intervention où on va parler d'économie circulaire, on revoit toute la chaîne d'approvisionnement pour être plus durable, on va utiliser nos produits pour éduquer le consommateur, pour minimiser son impact, on va s'assurer que nos partenaires offrent des meilleures conditions de travail. Puis Buffalo, c'est le nom de la marque, mais c'est aussi une espèce en voie de disparition. Fait qu'on a créé un fonds associé à la vente des produits qui va protéger cette race en voie de disparition. Ça fait que ça, là, c'est vraiment un exemple concret de ce qu'on a fait chez Atelier pour Buffalo qui va être déployé dans les 3 prochaines années. Fait que vous avez fait l'économique, pensez à votre modèle d'affaires financier, vous avez fait le côté social, vous avez rêvé, tout est possible. Puis après ça, vous avez pris les principaux rouages de votre modèle d'affaires, puis vous avez dit, bon, on est capable de mesurer l'impact et puis de se donner des pistes de solutions pour notre modèle d'affaires environnemental. Puis la dernière étape, une fois qu'on a fait ça, on a fait nos 3 canevas. Ça nous a donné un peu les bases de notre modèle d'affaires d'aujourd'hui. Puis là, nous, comme je l'ai dit, on a fait des patrons de modèles d'affaires, des modèles de revenus cachés, de marchés alternatifs, d'économie circulaire, de co-création de marché,
le modèle par abonnement, le freemium. Si vous aviez à intégrer le freemium dans votre modèle, ben, vous prenez la carte, puis vous voyez, là, il y a des zones assurées sur chacune des cartes qui indiquent les zones de votre modèle d'affaires qui devraient être changées ou adaptées pour adopter ce nouveau modèle d'affaires. Fait que l'étape à suivre, là, c'est de faire vos 3 canevas. Puis après ça, avec les cartes, vous faites le plus de scénarios possible. Vous dites, ah oui, si je fais de l'économie circulaire, ah oui, si je fais de l'approvisionnement inclusif. Puis là, vous voyez dans les canevas quel type d'informations vous devez bonifier ou approfondir. Puis c'est comme ça qu'on fait de l'itération de modèle d'affaires, puis qu'on se permet de valider plein de pistes d'exploitation. Mot de la fin, là, je suis vraiment extrêmement désolé. Là, j'ai clairement pas bien planifié mon timing, mais j'espère que ça a été riche et pas trop vite pour vous. Mot de la fin, c'est un exercice qui se fait encore mieux en équipe, même avec la distanciation sociale. Il n'y a rien comme rassembler les équipes pour définir un axe de développement dans lequel tout le monde adhère. Fait que faites-le en équipe. Ne vous fixez pas de limites. Pour vrai, souvent, surtout dans le why, là, laissez-vous porter par vos ambitions et votre audace, puis après ça, on tentera dans les autres canevas de le matérialiser. Rappelez-vous d'où vous venez. Vous avez certainement eu énormément de succès ou vous savez c'est quoi les conditions gagnantes qui ont fait de votre entreprise une entreprise exemplaire. Appuyez-vous sur ça. Ne cherchez pas les opportunités ponctuellement juste pour bénéficier, pour faire comme un short-term gain, on dit en anglais, ou un gain à court terme. Rappelez-vous de ce qui a fait de vous une recette incroyable, puis utilisez ça pour remplir les canevas puis vous propulser vers l'avant. Testez rapidement des nouvelles idées. Puis en faisant différents scénarios, vous pouvez les tester. Puis surtout, amusez-vous. La force d'avoir un outil comme ça, c'est de s'amuser puis d'explorer peut-être des avenues qu'on aurait sous-estimées, puis d'en faire le plus possible, puis de choisir quelques pistes plus porteuses, puis d'aller les valider ensuite sur le marché. Si vous voulez avoir tous les détails de la démarche, vous m'envoyez un courriel à allo@atelier.ad. Je vous envoie les liens pour les canevas, pour les patrons. Puis vous pouvez partir avec ça. Puis si vous avez des questions, je suis prête à les accueillir. Merci de votre temps. Bravo, Maxime. Merci, Maxime. C'était très intéressant. En fait, oui, on a une première question de Sébastien Roy. Donc, je vais lui donner la parole. Certainement. Sébastien. Présent. Salut Nadine. Salut Maxime. Salut Sébastien. Ma question, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière parce qu'au début, tu l'as mentionné, pour moi, c'est un aspect vraiment important, là, cette idée de validation de notre valeur, notre proposition de valeur. En ce qui me concerne, dans un pivot, ce qui m'apparaît plus important, peut-être à cause de mon type d'entreprise, c'est le segment de mes clients, l'analyse de mes segments, puis ma proposition de valeur elle-même. Ouais. 2 volets à ma question. La première, c'est peux-tu élaborer un petit peu plus sur qu'est-ce que tu veux dire, toi? C'est quoi ta définition de validation de proposition de valeur dans ton marché ou dans notre marché? Comment ça s'inscrit? Comment tu la définis exactement ou la mets en pratique? Ouais. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un moment le plus intéressant dans cette évaluation-là de Business Model Canva? Est-ce qu'il y a un moment idéal où on peut mettre justement cette validation-là en pratique? Parce qu'il y a des coûts associés. Plus on avance dans notre Business Model Canva, notre analyse, plus, à mon avis, ça coûte cher de valider notre prototype. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus. Bien, merci beaucoup pour ta question. Elle est super pertinente. Je vais prendre mon chapeau du design thinking. Lorsqu'on fait de la validation de modèles d'affaires ou de propositions de valeur, premièrement, il y a une première étape où on imagine puis on évoque peut-être une opportunité de marché qui est basée soit sur une analyse de marché, soit sur notre expérience, mais il faut rapidement aller la tester. Comment on la teste? On la teste à travers, nous, on aime valoriser des entrevues consommateurs, c'est-à-dire de se bâtir un questionnaire puis rapidement valider si les pistes évoquées sont porteuses. Ensuite, de faire des questionnaires, faire des entrevues,
aller sur le terrain finalement, de ne pas nécessairement penser, peut-être une erreur, c'est de définir notre proposition de valeur, puis après ça, de tout de suite aller en commercialisation. Mais il y a une étape de validation de marché là, qui est importante. Puis nous, je pense qu'il faut sans dire, il y a différents types d'entreprises avec différents scénarios, donc différentes tailles d'entreprises. Il y en a qui aiment utiliser les outils informatiques pour faire de la validation A-B, donc présenter une offre à un auditoire, une deuxième offre à un autre auditoire, puis de voir la réponse, l'engagement, puis il y a différentes métriques là, précises là, selon le contexte de l'entreprise et autres. Mais je pense que le fil conducteur, c'est définir plusieurs scénarios de modèle d'affaires, puis prendre, mettons, les quelques scénarios les plus porteurs, puis aller rapidement les valider à travers des entrevues avec des clients potentiels, à travers des sondages, puis des prototypes. Puis le prototype, oui, ça demande beaucoup d'investissement, faire le déploiement d'une proposition de valeur. C'est pour ça que nous, on valorise l'idée avant de déployer quoi que ce soit, là, fais tous les scénarios possibles, teste-les dans des cercles, dans une garde rapprochée pour avoir un maximum de retours. Puis, de manière itérative, améliore ton modèle d'affaires. Parce que un modèle d'affaires sert à desservir des besoins clients. Puis souvent, puis il y a d'autres outils qu'on n'a pas parlé aujourd'hui qui pourraient servir à ça, là, mais souvent, on a la perspective, voici ce qu'on offre, voici le marché, voici ce qu'on peut vous offrir. Donc, le cadeau, on vous l'amène au marché. Mais on ne prend pas assez de temps de vraiment s'intéresser de manière empathique aux besoins de la clientèle. Fait que ça, c'est des stratégies, là, les questionnaires, les entrevues, le prototypage, puis le faire de façon itérative, c'est-à-dire prendre ces enseignements-là, revenir à la proposition de valeur, puis refaire un peu les étapes jusqu'à temps qu'on sente qu'on a quelque chose de plus mordant. C'est un peu le cœur du design thinking puis de la co-création. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sébastien. Oui, absolument. En fait, c'est certaines indications qui précisent ma pensée. Mais tu as parlé je me permets une dernière petite question. Oui. Tu as parlé de garde rapprochée. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, garde rapprochée, ou les clients potentiels ou les clients actuels? Qu'est-ce que c'est quand tu parles de garde rapprochée? C'est super intéressant. Merci d'avoir posé ça. Je vais même faire un pont avec ce qu'on vient de parler là, dans la dernière heure. Quand on fait un atelier de co-création, c'est important d'intégrer les parties prenantes clés de notre entreprise. Quand on dit parties prenantes, c'est une représentation idéaliste de chacune des parties qui ont une influence sur notre modèle d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'impliquer des clients, des partenaires, des collaborateurs, l'équipe de direction, tous ceux qui gravitent autour du noyau, qui ont à cœur le développement de l'entreprise ou qui ont ils en reçoivent un certain bénéfice, que ce soit financier ou autre. Il faut créer un échantillonnage représentatif. Puis souvent, ce n'est pas des gros groupes, c'est comme des groupes de 6 à 12 personnes qu'on choisit de par la qualité de leur expérience, leur niveau d'engagement face à notre entreprise ou le secteur d'activité. C'est vraiment de créer un bassin d'individus qui sont vraiment représentatifs de notre condition d'affaires. Fait que de ne pas avoir peur d'aller chercher des clients, peut-être potentiels. Peut-être que c'est des clients, pour l'instant, on dessert un marché, mais on veut aller vraiment s'intéresser à un marché qu'on ne dessert pas, mais essayer de trouver un échantillonnage. Puis tester nos trucs, même si on n'a pas besoin d'aller voir automatiquement une firme de recherche qui va nous coûter beaucoup d'argent pour faire de la validation de marché. L'important, c'est d'impliquer des bonnes personnes au bon moment, puis d'emmagasiner le plus de retours possible, puis de faire de l'adaptation, de s'assurer qu'il n'y a pas juste un cycle, qu'on le fasse plusieurs fois avant de dire « OK, là, on est prêt pour déployer ». Oui, c'est excellent, Maxime. Merci beaucoup. Plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, on peut le faire par courriel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'en vois pas pour le moment. Si les gens ont d'autres questions, en fait, je suggère soit de lever la main ou de les écrire dans questions et réponses. Peut-être juste spécifier, en fait, que les gens vont recevoir le lien du webinaire. Les gens qui sont inscrits vont le recevoir
probablement demain avec s'il y a des outils que Maxime veut partager, ses coordonnées également, on va vous les faire parvenir par courriel. Puis je suis conscient qu'en 1 heure, c'est énormément de jus, là. C'est comme n'importe quoi, là. Si vous commencez à vous amuser avec les outils, vous allez être extrêmement surpris des conclusions que vous allez pouvoir tirer de la démarche. Puis de penser l'entreprise autrement, de dire, OK, validation de proposition de valeur, mais validation de valeur sociale, validation de valeur fonctionnelle. Puis de dire, ben Colin, moi, j'ai le goût de faire les choses différemment, mais là, j'ai 24 façons là, hyper précises, éprouvées, comme le modèle Robin des Bois, comme le modèle Freemium, qui vont me permettre de pousser mon brainstorm puis ma réflexion beaucoup plus loin, puis en très peu de temps, là. Fait que... Je me permettrais d'ajouter à ce moment-ci, Maxime, pour ceux qui ont un intérêt peut-être à pousser plus loin les outils, en fait, qui sont proposés. Je vous invite à nous faire parvenir votre intérêt parce qu'on est en train de regarder, en fait, si la Chambre de commerce a des gens intéressés, on pourrait, en fait, aller de l'avant peut-être avec une demande de financement pour que les gens puissent... faire les ateliers là, qui seraient proposés par atelier. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre intérêt, puis nous, à ce moment-là, on pourra pousser un peu plus loin la démarche, mais sinon, vous pouvez aussi contacter Maxime directement pour un accompagnement, là, c'est possible aussi. Ou même pour brainstormer, je sais que pour l'instant, c'est pas facile pour tout le monde. On a voulu donner nos outils gratuitement justement pour accélérer les pivots, entre guillemets, ou en tout cas stimuler des réflexions riches puis qui vont nous aider à construire un monde dans lequel on se perçoit, là, on se perçoit avec optimisme. Fait qu'hésitez surtout pas là, à m'envoyer un courriel avec une question ou même si vous avez fait un jet de votre Canva et vous voulez une deuxième perspective, ben ça va toujours me faire plaisir. On est habitué, Maxime, de voir peut-être un peu plus le modèle économique. Là. Pour moi, c'est la première fois que je voyais les deux autres tranches. Là. Je trouve ça intéressant aussi de les mettre dans la proposition de valeur, puis ça donne une autre perspective là, qui est super intéressante pour la suite des choses. Bien, merci. Ça fait maintenant à peu près 5 ans qu'on offre l'outil. On l'a testé dans tous les contextes, là, puis la réponse est très bonne. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Ça fait pas mal le temps. Peut-être spécifier, Nadine, que en fait, la demande de financement, c'est dans le cadre du programme PACM du gouvernement. Donc, c'est le programme qui permet le maintien en emploi de vos employés qui est remboursé à 100% par le gouvernement. Donc, je vous laisse la parole de la fin, Nadine. Oui, bien, parfait. Donc, Maxime, un grand merci d'avoir participé à notre séance d'information. C'est rendu un rendez-vous hebdomadaire. En fait, on essaie de trouver des sujets pertinents et intéressants pour notre très grande variété de clientèle, là. Donc, merci d'avoir apporté cet élément-là, qui est un élément super important aussi. Donc, merci. On va faire parvenir tes informations. Les gens vont pouvoir communiquer directement avec toi aussi. Donc, on invite tout le monde à suivre aussi les prochains webinaires. On essaie de trouver des sujets intéressants et pertinents. Donc, suivez-nous. On est là presque tous les jours avec une nouvelle séance à vous proposer. Donc, merci beaucoup, Maxime. Merci à vous de l'attention. Merci à tout le monde. Bon succès dans ces temps plus qu'intéressant pour nous tous. Bravo et si on peut s'aider, faisons-le. Parfait. Merci. Merci. Bye bye. Bon après-midi.